Rien n'est plus pénible que de tomber de son nuage d'illusion avec la réalité du mariage. Pour ce numéro d'À l'encre à de la plume, nous recevons l'écrivaine Maria Esther qui vient nous présenter son livret « Les illusions des célibataires ». Et c'est sûr qu'elle nous proposera quelques solutions consorties sur ce plateau. Maria, soyez les bienvenus, soyez la bienvenue. Merci, merci infiniment, Miss Eno. Alors, nous allons demander aux téléspectateurs encore plus d'attention parce que nous allons passer, avant de passer à l'échange plus approfondi, nous vous proposons une petite présentation illustrée de notre invité du jour avec Maria Bissier. Maria Esther Favor est la fondatrice de l'école du mariage divin qui a pour mission de préparer les gens au mariage et aider les couples à résoudre leurs conflits. Elle est auteure de plusieurs livres, notamment Les œuvres qui parlent, Les fantômes du passé, Pourquoi attendre qu'il soit tard avant de prier, Les illusions des célibataires. Chef d'entreprise, elle dirige un institut de formation avec pour but de rehausser le niveau d'anglais des professionnels et donner une plateforme pour l'immersion en anglais. Elle est également la fondatrice d'une ONG qui s'occupe des veuves et des orphelins. Pasteur depuis plus de 10 ans, la vie de Maria Esther Favor est la preuve qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Elle est mariée, mère, conférencière et anime des programmes radio et télévisés depuis 2011. Maria Bissier vient de nous présenter la biographie de l'auteur. Maintenant, installez-vous encore plus confortablement pour la rubrique maîtresse de ce magazine. Maria Esther, alias Favor, la faveur de Dieu. Bien sûr. Alors, vous avez été célibataire. Aujourd'hui, vous êtes une femme mariée. En parcourant votre livret, l'on se rend bien compte que vous n'hésitez pas à donner des exemples sur vous, vous dire que vous n'êtes pas parfaite, vous avez fait des erreurs. Et aussi, c'est une façon de nous dire aussi que le Seigneur choisit qui il veut pour faire son œuvre. Donc, dans les imperfections, avec nos qualités, nos défauts, tout, il le fait. Et aujourd'hui, vous êtes en face de nous, vous avez vécu des expériences et vous ne voulez pas rester campé sur ces expériences, vous voulez les partager avec d'autres personnes. Alors, si cela n'est pas indiscret de notre part, combien d'années de mariage enregistrez-vous? 13 ans maintenant. 13 ans maintenant. Et 13 ans, vous avez fait sortir plusieurs livrets. Aujourd'hui, nous avons la chance de décrypter celui-ci. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui a été la réelle motivation pour nous proposer cette œuvre aujourd'hui? D'abord, merci à vous pour cette opportunité. En fait, après 10 ans de mariage... 10 ans. Oui, je me suis assise et puis j'ai remarqué que, attends, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vrai que j'ai un ministère de femmes et puis en tant que pasteur, je me suis toujours occupée des jeunes filles et tout ça, des jeunes hommes et tout ça. Mais je me rends compte que, après 10 ans, je vois que, mais avant que je ne me marie, là, je pensais à ça, je pensais à ça. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Et je me suis assise et j'ai commencé à énumérer ce à quoi je pensais. Mais en réalité, quand je me suis mariée, qu'il n'était vraiment pas le cas. Et grande fut ma surprise. Quand je dis la surprise, c'est dans le mauvais sens, en fait. Et je me suis dit, attends, mais on ne nous enseigne pas sur ça. On ne nous dit pas certaines réalités. Mais je me suis assise et je me suis dit, non, il faut que je puisse prendre le temps de pouvoir mettre ça sur papier pour ceux qui arrivent. Parce que quand tu vis, ta vie n'est pas seulement pour toi, mais également pour les autres. Et quand tu passes par quelque chose, la Bible nous dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et s'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est dit que ce par quoi je passe, du nuage duquel je suis tombée, il y a beaucoup de personnes qui sont tombées de ce nuage-là. D'autres se sont suicidés, certains ont divorcé, et puis encore d'autres ont tout simplement décidé de pouvoir avaler ça et se dire que c'est comme ça que le mariage est. Mais moi, j'ai décidé d'utiliser, que ce soit mes erreurs, que ce soit mes victoires, que ce soit mes surplaces, j'ai décidé d'utiliser ça pour que beaucoup soient enseignés parce que je sais
qu'en tant qu'être humain, beaucoup de personnes passent par beaucoup de choses, mais elles n'osent pas parler de ça. Donc c'est une manière pour moi de pouvoir dire que voici ce que tu pourras traverser dans le mariage, mais sache que tu n'es pas la seule et voici comment tu dois s'en sortir. Très bien, merci, merci. En quelle année vous décidez donc d'écrire et puis combien de temps cela vous a fallu? C'est vrai que c'est un livret hein, d'à peine 25 pages, c'est pas beaucoup. Oui, oui. Mais quand on lit, on sait qu'il y a du travail qui a été fait, appuyé par des écrits bibliques et des connaissances. Vraiment, dites-nous combien de temps, en quelle année vous avez écrit et combien de temps ça vous a fallu? D'accord. J'ai fait sortir ce livre-là d'abord, je pense, en 2021, je pense. Hein. C'est le premier livre que j'ai eu le courage de pouvoir publier. Mais les autres livres, je les ai écrits, je n'ai pas encore publié. Mais ça, par contre, en 2021, par exemple. Et puis... en combien de temps? En combien de temps? Ça m'a pris environ 4 mois pour pouvoir l'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y avait déjà... C'était comme si mon âme était déjà préparée. Moi, je ne suis pas le genre d'auteur à pouvoir chercher les informations ici et là. Ça vient de mes entrailles. Ce qui fait que quand je m'assois pour pouvoir écrire un livre, ça ne me prend pas vraiment du temps. Et en tant que personne expérimentée, quand on écrit les livres, tu écris le livre et tu le laisses reposer pendant des mois. Et tu reviens le prendre. Et quand tu reviens le prendre, tu vois beaucoup plus de fautes, tu vois plus de choses qu'il faut ajouter, tu vois les textes bibliques qu'il faut ajouter pour que les gens sachent que ce ne sont pas des paroles vaines que tu donnes. Donc, il est important pour nous de savoir que quand nous écrivons un livre, on l'écrit, on le laisse reposer pendant des mois. Et après quelque temps, on vient, on le reprend et puis on essaie d'avancer pour pouvoir le parfaire. Parce au bout de 4 mois. Oui, des idées nouvelles. Mais j'ai pris le temps quand même de pouvoir mettre au moins de notre côté africain ici ce que nous pouvons avoir comme illusion. Très bien. Un détail très important qu'on ne peut ignorer, la présence de versets bibliques. Alors que la Bible, quelle que soit sa version, ramène à la grande famille des chrétiens. Voilà. Alors dites-nous, quelle est donc votre cible? Est-ce que ce livret, il est écrit que pour les célibataires chrétiens? Les personnes athées n'ont pas besoin d'être formées en la matière. les musulmans et tout ça, vraiment, dites-nous. Quelle est la cible de ce livret? En fait, la cible première, c'est d'abord les jeunes chrétiens. C'est d'abord les chrétiens. Ensuite, viennent le reste des êtres humains. Parce que je suis convaincue que tout le monde croit en quelque chose, y compris les athées, parce qu'on utilise la foi à tout moment et dans n'importe quelle circonstance. Mais juste que beaucoup n'aiment pas trop dire ce qu'ils ressentent par rapport à Dieu, donc ils préfèrent couper court. Mais en réalité, la première cible, ce sont les chrétiens. C'est la maison de Dieu d'abord. C'est le royaume de Dieu. C'est les enfants et les personnes qui veulent se marier, mais qui ne savent pas comment s'y prendre, à quoi penser et pourquoi telle et telle chose. Donc c'est important pour moi de pouvoir d'abord enseigner les enfants de la maison de Dieu, l'Église avec grand E. Quelquefois dans les assemblées de prière, également aussi dans la société, lorsque la question du mariage est évoquée, cela suscite de l'émotion, toujours du côté de la gente féminine. Alors, l'on est poussé de savoir si ce livret n'est pas une forme, n'est pas un outil pour gagner des âmes à Christ, parce que où on parle du mariage, il y a des femmes qui se ruent là-bas tout de suite, elles courent un peu partout. Est-ce que ce n'est pas un outil d'évangélisation aussi? Sinon, quelles sont les missions de ce livret? D'accord, oui, c'est bon, pouvoir évangéliser. Il y a beaucoup de manières de pouvoir évangéliser. Et puis, après l'évangélisation, c'est surtout pour prévenir le corps du Christ. Il est bon de pouvoir courir partout pour recevoir l'onction du mariage. Il est bon de pouvoir s'intéresser à tout ce qui est émotion et mariage. Mais ce n'est pas seulement tout. Il faut aussi, après être marié, demeurer marié. En fait, c'est là où le bas blesse. Demeurer marié. Et puis, si les femmes sont intéressées, c'est déjà bon. Mais comme ce que je dis là, la plupart des illusions ici, c'est pour les femmes. Est-ce à dire que les hommes ne se font pas d'illusions?
Oh, les hommes ils se font des illusions. Mais la chose, c'est que quand eux, ils tombent de leur nuage d'illusions, ce n'est pas aussi dramatique que pour les femmes. Et ce n'est pas aussi pénible et douloureux que pour les femmes. En fait, c'est ça. Alors, la coutume dans cette émission, les habitués la connaissent, on va dire le décryptage de la première de couverture avant d'entrer dans notre œuvre. Et nous allons demander à notre écrivaine, en même temps coach et tout ça, servant de Dieu, d'arborer la casquette maintenant du sémiologue. Parlez-nous de tous ces éléments graphiques que nous voyons sur la première de couverture. Nous avons déjà les illusions. Les illusions des célibataires. Ouais. Nous voulons commencer par l'écriture, les illusions du célibataire, l'intitulé du livret. Pourquoi les illusions du célibataire? Des célibataires, pardon. Oui, des célibataires. Illusion ici parce que, en fait, c'est quoi d'abord une illusion? Une illusion, c'est une perception de la réalité qu'on croit voir, mais en réalité qui n'est pas vraie. Et quand nous allons à l'intérieur, on va voir qu'il y a beaucoup d'illusions, il y a beaucoup de perceptions qu'on se fait pour le mariage. C'est-à-dire que quoi? On a des préconceptions de certaines choses et on se dit que c'est ce qui va arriver. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Donc c'est pour cela que j'ai dit illusion, parce que la réalité est différente de ce à quoi tu t'attendais et de ce que tu avais gardé à l'intérieur de toi. En fait, c'est pour ça que j'ai dit les illusions des célibataires. Parce que c'est à ça qu'on pense avant de rentrer dans le but du sujet, qui est le mariage. Et aussi, nous avons la photographie d'une jeune dame qui a l'air heureuse et un peu dans la rêverie. C'est cette femme-là qui se fait des illusions. Oui, elle est disons, le point de contact ou bien l'emblème, si on veut dire, de toutes les personnes qui rentrent dans le mariage. Parce que quand on rentre dans le mariage, dès qu'on pense à mariage, on est tout de suite, waouh, on est sur notre nuage. Et rien ne peut nous faire descendre. Donc, on voit que la vie est rose. Donc, la jeune dame-là, elle est toute jolie, mais pleine d'illusions, beaucoup de choses dans la tête. Et puis, voilà, elle pense que, voilà, la vie, je la prends telle qu'elle est. Hello! Très bien. En fait, c'est ça. Certainement que là aussi, les couleurs jouent un rôle. Oui. Autour de cette jeune dame-là, nous avons la couleur rose pâle et tout ça. C'est vrai qu'il y a le marron qui ramène à l'être humain. Oui, on dit que cette œuvre-là concerne les êtres humains. Bien sûr. Et cette couleur rose pâle, certainement les illusions. Bon, enfin, je suis en train de faire cette sémiologie-là pour l'auteur. Elle est en face de nous, elle va nous dire. Donc, les roses pâles. Oui. En fait, quand on voit derrière, c'est vrai, c'est un peu pâle. Et puis, ça reflète en fait une certaine joie, une certaine profondeur que nous avons. Et puis, on se dit, ok, d'accord, voici, ça ne peut être que ça. Mais en réalité, quand vers on voit le haut, on a des formes, non, qui vont nous ramener à la réalité. Justement. Vers le haut, on peut voir une certaine spirale là, qui est là, ok. Et puis, dans la spirale, on voit que les bords sont très clairs. Oui, clairs par rapport à l'intérieur. L'intérieur devient foncé, voilà. C'est-à-dire au noir. Cette spirale-là. Et on voit au fur et à mesure que, regarde, on part un peu de beaucoup de bisous qu'on se fait à cette réalité. Et de plus en plus, l'intérieur est sombre. Et on peut voir que, au fur et à mesure que j'avance, ce n'est pas à ça que je pensais. Hein. Oui. Vraiment, c'est le contraire. Et donc, tout simplement, c'est pour dire que les illusions des célibataires, la spirale, là, c'est la manière de réfléchir, les émotions dans lesquelles nous sommes. Et puis maintenant, quand on rentre à l'intérieur, on voit que c'est vraiment plus grave que ce qu'on pensait. Donc, c'est un peu ça. Très bien. Avec tout ce qu'on vient d'entendre, ça donne l'envie d'ouvrir l'œuvre. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons emmener l'auteur à la page 3 du livret. Ouais. Demander des explications concernant un extrait qui a retenu notre attention. En effet, nos pensées deviennent notre méditation. Ouais. Notre méditation devient notre attitude. Ouais. Et notre attitude devient notre comportement et notre habitude. Ouais. Aidez-nous à comprendre. La Bible nous dit en Proverbe que car il est comme les pensées de son âme. Aussi simple que ça. Ce que tu as dans la tête, c'est avec ça que tu commences maintenant à pouvoir marcher, n'est-ce pas? Donc, parce que tu as ça dans la tête, tu médites là-dessus, et là maintenant tu médites là-dessus, tu commences maintenant à agir en fonction de ça. Et maintenant, quand tu commences à agir en fonction de ça, ça te crée ce qu'on appelle en anglais un pattern. Ça te crée une certaine voie. Et ça devient maintenant ton habitude. Je prends un exemple très simple. On nous a appris en grandissant que quand tu te réveilles le matin,
tu te laves et tu te brosses les dents. Ça, c'est quelque chose qu'on a appris. Donc, notre tête a enregistré, c'est resté dans notre cœur. Et maintenant, c'est devenu maintenant notre habitude. Et notre habitude maintenant est devenue maintenant notre voie que nous empruntons. Et c'est devenu maintenant notre habitude. Maintenant, tout le monde, quand tout le monde se réveille, on se lave les dents. C'est un réflexe. Oui, c'est devenu maintenant un réflexe. Et c'est la même chose avec le mariage. Si tu penses, par exemple, que si je me marie, mon mari doit me laver, c'est dans ta tête. Et que ça te réveille le matin, tu vas vouloir tu attends. Ton mari, tu attends. Tu vas attendre que le monsieur te lave. Et ça devient quoi en fin de compte? Et quand ça ne vient pas, oui, on est découragé. Mais pourquoi tu ne me laves pas? Dans ma tribu, on nous lave. Elle dit, ah bon? Chez moi, on ne lave pas les femmes. Hein? Et ça a commencé. Ça a commencé, ok? Donc, c'est un peu par rapport à ça. Très bien. Alors, il y a 10 illusions. L'auteur a fait l'effort de citer que 10 illusions dans le... Sinon, il y en a encore beaucoup. Première illusion, la romance des films. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? La romance des films. Quand on grandissait, dans nos chaînes de télévision, on a toujours des feuilletons qui parlent d'amour. Depuis toujours. On voit que les gens dans les films, ils sont toujours bien habillés, ils sont à la maison, mais ils sont toujours en talons et tout ça. Ils sont bien maquillés. Ils se réveillent même maquillés. Oui, justement, ils se réveillent même maquillés. En fait, c'est une illusion. Personne ne dort et se réveille maquillé. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bon, d'accord, dans le mariage, c'est comme ça que ça va être. Et puis, dans les films, on voit que le monsieur est très attentionné. Il sert sa femme au lit, le petit déjeuner au lit. Quand il se réveille le matin, jamais quelqu'un va dire, je vais aller me laver les dents. Non, il commence à s'embrasser en même temps. Donc, toi, tu ne sais pas. Tu te maries et tu te dis, oh, mon mari Sergio, il sera comme ça, comme le Sergio dans le film là. Et puis maintenant, on va s'embrasser. Et quand tu te réveilles le matin, le monsieur te fait un peu un câlin, tu te fâches. Il te repousse quand tu vas vers lui. Oui, et puis tu te dis, mais c'est comment? Mais dans les films là, ils s'embrassent, non? Mais je suis là, pourquoi est-ce qu'il ne me sert pas le petit déjeuner au lit? Ou bien pourquoi est-ce qu'elle ne me fait pas le petit déjeuner au lit? Mais les cadeaux, les bouquets de fleurs, oui, le chocolat, oui. ça et là. Ça, par contre, on voit de plus en plus. Mais c'est pour dire que notre mariage ne doit pas se baser, en fait, sur ça. Que ce qu'on voit dans les films, à la télévision, n'est pas forcément la réalité qu'on va voir dans notre mariage. Parce que la vérité, c'est que quand le monsieur se lève, lui, il est pressé de partir. Tu peux en train de dormir et tu peux ne pas le voir. Lui, il est pressé et il est en train de partir. Mais toi, tu te dis, oh, il est parti. Il n'a pas fait de câlin, il n'a pas fait de petit déjeuner. Oh, la première illusion. Et tu commences déjà à voir que, après un an, le monsieur il n'a plus mon temps. Il commence à se faire des idées. Oui. Donc, c'est un peu par rapport à ça. On aura une servante pour tout faire. Donc, on n'apprend pas à savoir faire les tâches ménagères. Vous avez cité des exemples, vous avez même donné des conseils aussi. Citez des exemples vous concernant votre entourage et tout ça. Alors, quel message voulez-vous donner à tous ces célibataires, ces personnes célibataires qui liront, ou encore qui ont déjà lu ce livret à travers tout cela? Par exemple, on a être à court d'idées pour le menu, on ne sait pas repasser les habits. Voilà, qu'est-ce qu'on est en train de dire aux femmes, surtout célibataires? Elles doivent être des femmes à tout faire? Ou bien, bon, dites-nous comment, quel est le message? En fait, une femme, on doit apprendre à faire beaucoup de choses dans la maison. Je le dis, c'est vrai que j'enseigne sur le mariage à chaque fois, la préparation au mariage. Mais ça, c'est un point qui me touche particulièrement. Quand je me suis mariée, moi étant célibataire, j'ai jamais vu dans ma maison qu'il y avait un fer à repasser. Ma mère, quand elle lavait les habits, elle les secouait comme ça. Elle porte et puis elle est partie. J'ai jamais vu de fer à repasser chez moi à la maison. Mais c'est des choses. Quand tu te maries, le monsieur va vouloir peut-être, par exemple, que tu repasses ses vêtements et tout ça. Mais tu te rends compte que moi, je ne sais pas repasser les vêtements. Je n'ai jamais repassé. Ce n'est pas que tu ne veux pas, mais tu ne sais pas le faire. Ça, c'est un point. Donc,
Il faudrait qu'on apprenne dès maintenant à repasser. La deuxième des choses, à court d'idées par rapport au menu. Toute femme mariée va te dire que c'est le problème numéro 1 après 2 semaines de mariage. Parce qu'après 2 semaines, ça fait 14 jours. 14 jours, on mange 3 fois par jour. Maximum, mais souvent 2 fois par jour. Tu as préparé gombo, arachide, graines, attiéké, sauce tomate, sauce quoi encore? Sauce aubergine. Aubergine. Des sauces feuilles. Feuilles. Quand tu as fini là, tu as vu, ça fait même pas encore 10 jours. Disons que tu as fait tout ça là. Tu vas encore reprendre. Et tous les 10 jours, c'est le même menu. Tous les 10 jours, c'est le même menu. Bon, d'accord. Ajouter un peu de riz gras. Oui. On va mettre un peu de riz Et gras. les pâtes. Ah, oui, c'est ça, il dit là. Les fructures. On va les faire. Mais quand on finit là, ça fait 10. Il y a quoi d'autre? Et beaucoup d'autres, même les 10 là, on sait les manger, mais on ne sait pas bien les faire. Il y a des gens, quand elles préparent la sauce arachide ici, tu ne peux pas manger, mais ça te donne la diarrhée. C'est maintenant, c'est un cri du cœur pour dire que c'est maintenant qu'il faut qu'on se discipline pour pouvoir apprendre. Et moi, j'en ai souffert parce que au moment où ma mère était vivante pour pouvoir m'apprendre à préparer, je n'avais pas le temps. Et j'ai dit ça dans le livre. Je n'avais pas le temps. Je toujours de porter mes pantalons et puis en boîte de nuit. Je n'avais vraiment pas le temps. Et la mauvaise habitude que nous avons, c'est que quand nous sommes dans le foyer de nos parents, mais quand nous sommes avec nos parents, on ne sait pas que notre temps, où on n'est pas encore marié là, c'est notre temps d'apprentissage. Et Dieu nous soumet à différentes choses tous les jours. Pour pouvoir savoir comment vivre avec quelqu'un d'autre. Parce que la vérité, c'est que le mariage, c'est que tu t'accommodes avec un inconnu avec qui tu décides de vivre tous les jours de ta vie. Donc, il faut qu'on apprenne à préparer. Il faudrait qu'on sache comment gérer la maison, comment tenir une maison, comment même faire le couvert. Il y a beaucoup là, on ne sait pas. Malheureusement, c'est la vérité. Et quand tu te maries, tout le monde compte maintenant sur Internet. Mais ce n'est pas toutes les choses qui sont vraies qui sont sur Internet. Donc, il faudrait qu'on puisse apprendre à préparer. Et moi, j'ai dit, quand je me suis mariée, j'ai à peine fait 4 ou bien 5 nourritures. Parce que je n'ai pas pris le temps de pouvoir apprendre quand ma mère était en vie. Donc, je faisais la nourriture. Et puis, j'appelais ma belle-mère pour lui dire, oh maman, comment est-ce qu'on fait ça? Je me rappelle, au bout de quelques temps, quand je me suis mariée, tous les dimanches, ma belle m'a appelé mon mari pour lui dire de venir manger le foutou. Tous les dimanches, il se ramassait, il partait. Moi, on m'a appelé, oh, je m'en vais manger le foutou tous les dimanches. Je me suis assise et puis il dit, mais ça veut dire quoi? Moi, j'ai appelé le foutou, mais je n'ai rien dit. Je suis allée acheter le mortier et puis le pilon. Et je suis venue m'asseoir. Un samedi, je me suis assise là et j'ai bien pilé le foutou. Quand je pilais, mon mari, il n'osait pas parler. Il passe, il repasse, il passe. Il repasse. Il voulait bien être sûr que c'est moi qui ai plié le foutou. Quand j'ai fini, j'ai dit, chérie, viens qu'on mange. Il goûte. Il me regarde. Il goûte. Il me regarde. Il n'a rien dit. Il a dit, c'est bon. Après, il prend le téléphone et puis il appelle sa mère et puis il dit, maman, elle a fait le foutou aujourd'hui, je ne vais plus manger le foutou là-bas. J'avais marqué un point. Imagine que ma mère ne m'ait pas prise à piler le foutou. Mon mari allait partir tous les dimanches, aller manger le foutou chez sa belle-mère. Et pardon, chez sa mère. Sans se gêner. Et quand elle a vu que je pilais le foutou, maintenant c'est elle-même qui appelle et puis qui me dit, oh ma fille, tu sais, de nos jours là, aucune femme ne s'assoit pour piler le foutou. Il faut faire ce qu'on appelle le nid foufou, le bon foufou comme on l'appelle. Et puis, j'ai dit non. Quand j'ai essayé, je me suis dit non, le goût est différent par rapport à ce que tu piles. Donc, je préfère que tu piles. Donc, imaginez que je n'avais pas appris. Et il y a tellement de choses comme ça. Aujourd'hui, ne pensons pas que parce que les plats sont servis devant nous, on sait comment les faire. Ce n'est pas vrai. Quelquefois, on se fait des idées, c'est dans la tête, on a la recette dans la tête. Oui. Mais dans la pratique, ça ne fait pas. C'est autre chose. Voici pourquoi il faut apprendre. Et nous, les mamans, ne laissons pas nos enfants dormir jusqu'à une certaine heure. On doit les réveiller. Moi, ma fille, je lui dis, donc c'est moi, je vais me battre pour aller trouver l'argent, aller au marché, préparer, et puis toi, tu es en train de regarder la télévision, et puis moi, je viens te servir. Dans cette maison-là, ça n'existe pas. Le meilleur endroit où tu vas être, ça doit être dans la cuisine. Une fois que tu me vois dans une pièce, suis-moi.
Parce que c'est en étant tout petit là que tu apprends à On découper apprend. oignons, tomates et tu sais comment on fait certaines choses. Donc c'est maintenant. Il ne faut pas qu'on se dise donc, que les enfants sont trop jeunes et ils vont apprendre comment. Et si tu décèdes, comment l'enfant va vivre? C'est la vérité. Donc voici pourquoi il faudrait qu'on puisse pousser nos enfants à aimer être dans la cuisine. Parce que c'est ça en fait leur destinée. Elles vont être dans la cuisine, quel que soit le titre qu'elles auront dans la société. Elles vont devoir apprendre à être des femmes domestiques. On veut se marier pour avoir les rapports sexuels tous les jours. Et à ce niveau, vous mettez l'accent sur la continence sexuelle, l'abstinence, la maîtrise de soi, la maîtrise et tout ça. Quelle en est l'importance? Quel est l'intérêt pour les célibataires de pratiquer cela? Si dès maintenant, on n'apprend pas à s'abstenir, dans le mariage, on va tricher. Parce que ce n'est pas tous les jours dans le mariage qu'on aura des rapports sexuels. Que l'autre sera disponible pour l'autre aussi. Oui. Ouais. Il y a tellement de choses qui se passent dans le mariage. Maintenant, si toi, tu as appris à tirer ce qui bouge et que dans le mariage, ton partenaire, mais ta partenaire n'est pas disponible, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas tricher. Or, si tu apprends à te maîtriser, à te contenir sexuellement, il sera beaucoup plus aisé pour toi parce que tu auras déjà appris à pouvoir sevrer la chair d'un certain plaisir. Donc, c'est plus qu'important. Quand on dit que pour le meilleur et le pire, ou bien ou le pire, ok, l'autre peut être malade. Oui. Qu'est-ce que tu vas faire? L'autre peut avoir une infection sur un long moment. Qu'est-ce que tu vas faire? Ce n'est pas à chaque fois qu'on trouve la solution en partant dehors. On ouvre d'autres portes qu'on ne veut pas. Mais c'est important pour nous de pouvoir nous abstenir parce qu'on ne se marie pas pour avoir seulement les rapports sexuels. Et c'est ce que j'ai dit dans la partie là. Les choses vont se faire à ma manière. À ce niveau, vous faites remarquer que les habitudes changent. Ouais. Au niveau de l'alimentation, des sorties et tout ça, essayez de développer un peu plus. D'accord. Une fois qu'on est célibataire, on fait ce qu'on veut. On se coiffe comme on veut, on mange ce qu'on veut, on dort à l'heure qu'on veut, on fait ce qu'on veut. On sort, on ne demande pas la permission à qui que ce soit. Mais une fois qu'on est marié, les choses changent. Quel que soit le tempérament de la personne que tu es, les choses complètement changent. Imagine, tu es marié et tu n'as pas l'habitude de demander la permission à quelqu'un avant de sortir. Mais hé, quand tu sors, quand je vais te poser la question, maman, tu vas où? Puis tu vas dire, oh, je m'en vais ici. Hein. Et tu vas voir qu'à chaque fois, celui qui a posé la question, tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Ça doit déjà te dire que il faut apprendre déjà à dire. Et pas seulement dire, mais demander la permission. Chérie, il y a telle chose au village. Je demande la permission. Est-ce que je peux partir? Il ne faut pas informer l'autre. Il faut demander la permission. Parce qu'une fois qu'on se marie, le monsieur, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa fonction, quel que soit ce qu'il est, c'est ton chef. Automatiquement, on doit apprendre à demander la permission. Ne venons pas informer, apprenons à demander. Parce que la vérité, c'est que tu ne mangeras pas tout ce que tu veux. Et dedans, j'ai pris mon exemple. Je disais que quand j'étais célibataire, quand monsieur qui était mon fiancé venait à la maison, tout ce qu'il trouvait, il mangeait. Spaghetti, j'ai dit non, tout ce qu'il trouvait, il mangeait. Et moi, je ne suis pas une grosse mangeuse. Donc, ce qu'il y a à la maison, bon, j'aime toujours faire les petites choses, les petites bricoles. Mais quand tu te maries, les petites bricoles, là, ce n'est pas la nourriture pour l'homme. Ce sont les amuse-gueules. Moi, j'ai déjà entendu quelqu'un qui disait que le pain, là, c'est comme si c'était dessert. Et bien, le riz, c'est comme si c'était dessert. J'ai dit, hé, c'est une grosse erreur. Comment ça, du riz, c'est dessert pour toi, la femme? Et puis, elle était toute pleine comme ça. Elle dit, hé. Mais, dans le mariage, ce n'est pas ça. Si le monsieur dit, ton quoi qu'elle a, moi je ne mange pas, et que toi tu es habitué à boire le quoi qu'elle le matin, tu vas devoir changer des habitudes. Moi, ce que j'aime quand je déjeune, quand je me réveille le matin, mes œufs au plat, mes choses, en tout cas en bon francophone, mais monsieur, niet. Niet de niet. C'est le bon riz le matin. Et te pose la question, mais attends, comment quelqu'un peut commencer sa journée en mangeant le riz? Mais c'est comme ça.
Donc, tu changes tes habitudes. Il y a tellement de nourriture que j'ai appris à ne plus manger parce que simplement, monsieur ne veut pas voir ça. Et ça m'emmène à nous dire ici que nous, les jeunes filles qui aimons et qui voulons absolument nous marier à quelqu'un qui est d'une autre race, c'est pas que c'est mauvais, mais poussons notre curiosité un peu plus pour savoir qu'est-ce que ces personnes-là mangent. Parce que pour nous, on pense que non, c'est bon, et si je marie un blanc, hein, on va faire seulement la photo d'Instagram, on sera ensemble ici, sur les réseaux sociaux, ce sera beau, les gens vont m'envier. Mais et votre vie de tous les jours? Il mange quoi le matin? Qu'est-ce qu'il aime? On ne sait pas. Donc, il est temps de pouvoir pousser un peu plus le bouchon. Ce livre-là est écrit pour qu'on puisse voir un peu plus loin que juste le bout de notre nez. Qu'on aille un peu plus loin et qu'on se pose des questions. En fait, c'est ça. C'est parce qu'on ne se pose pas des questions que nous sommes pleins d'illusions. Et je le dis, hein, il n'y a pas plus trompé qu'un célibataire. Ils ont de grandes théories avec une grande bouche, une grande manière de parler. Mais après, quand ils se marient, après un an, tu ne les reconnais plus. Mon partenaire sera sans défaut. Ah ah! Mon partenaire sera sans défaut. Comment les célibataires doivent-ils aborder la question des défauts? Les célibataires eux-mêmes. Peut-être un célibataire, une célibataire entre dans une relation qui a une tendance amoureuse tout de suite. Comment est-ce que la question des défauts doit être abordée? Parce qu'en général, hein, on se glorifie. Hein. Ce sont les qualités d'abord qui sont mises en avant. Et on cache même les défauts. Donc, comment aborder la question des défauts? Parce qu'on ne pose pas souvent des questions sur les défauts. Il y a 100 questions qu'il faut poser. 100. Se poser à soi-même et puis poser aussi à la personne qui est en face de toi. Donc, quand tu prends le temps de pouvoir observer, tu peux voir les défauts de l'autre. Je prends un exemple simple. Quand tu es avec quelqu'un et que tu vois que la personne est toujours à la maison, quand tu appelles, oh, je suis à la maison, il est toujours à la maison, ça doit te faire réfléchir. Mais est-ce qu'il se va parler au travail, bien à l'école? La personne est toujours à un seul endroit. Et pour toi, tu vas dire, non, ça là, il ferait un bon mari. Ils ne sont jamais là, toujours à la maison. Mais en réalité, ça cache un tempérament qu'on appelle le flegmatisme. Et les flegmatiques, hein, ils ne font pas beaucoup d'efforts. Et la plupart du temps, ils sont paresseux. C'est la faute à qui? C'est comme ça que Dieu les a créés. Mais si tu ne sais pas, tu vas regarder puis tu vas dire, oh, il est toujours à la maison. Hein. C'est un homme bien. Mais c'est un homme bien. Ils ne sont pas haut. Il est tout dans le quartier. Il est toujours là. Il fait quoi à la maison pendant que les amis sont en train de se battre sous le soleil? Ça veut dire attirer notre attention. Tu vois, par exemple, une jeune fille que tu veux épouser. Elle te répond sèchement à chaque fois. Quand tu dis quelque chose, elle a 25 mots à dire. Et parce que tu as fait sexuellement, tu te dis, oh, ça là, elle va changer quand on va se marier. Et quand tu te maries, tu vois que quand tu mets un mot, la femme met 25 mots. Et là, maintenant, tu es cassé. Et tu te dis, mais les femmes, là, elles sont trop impolies. Et c'est pas même... Non, tu as vu. L'une des choses avec les célibataires, c'est que quand on voit les défauts là... Hein, on ferme les yeux. C'est comme si on était anesthésié. Tu veux soutenir à tout prix la personne, mais ton choix. Donc, tu trouves des excuses pour masquer la personne. La finalité, c'est le mariage pour ces personnes. Donc, on ferme les yeux. C'est comme, par exemple, monsieur et madame, ils vivaient ensemble avant de se marier. Ils étaient copains-copines. Donc, ils dormaient ensemble. Et donc, le monsieur ronflait. Et au bout de quelques années de mariage, ils se sont mariés. Le monsieur ronflait avant qu'il ne se marie. Ils se sont mariés. Au bout de quelques temps, madame vient, elle veut divorcer. Le monsieur dit, pourquoi tu veux divorcer? Oh, il ronfle trop. Est-ce que tu ne le savais pas avant? Ah, est-ce que devant toi, il ne ronflait pas? Si, mais je me suis... Mais quand on était copine, là, on se disait, oh, mais arrête ça. Sorry. Ça les a surpris. Elle était complètement dévastée. Ce que tu vois, après le mariage, ça se multiplie par 1000. Ça se multiplie par 1000. Et le monsieur aussi, elle lui a dit, va faire une chirurgie pour que tu ne puisses pas ronfler. Le monsieur dit, tu as trop vécu aux États-Unis. Hein. Chirurgie pour que je ne puisse pas ronfler. Tu n'as pas vu ça quelque part. Mais il est humain. Oui.
Et lui aussi, il a commencé à se plaindre de la dame. Elle aussi, elle est partie prendre une certaine thérapie, comme quoi la thérapie des naturalistes. Elle ne met pas de parfum. Et le monsieur s'est dit, sors du lit là-bas. Le ciel dit, arrête de ronfler ici. Ça fait des palabres. Ça fait des palabres. Et aujourd'hui, je te parle là, ils ont divorcé. Nous aimons trop pour nous disputer. On parlait de dispute. Nous aimons trop pour nous disputer. Vous mettez en avant la question des tempéraments. Ouais. Une personne calme, une personne qui est beaucoup plus bruyante, plus, on va dire, vivante et tout ça. Et des personnes, vous allez retrouver peut-être dans des couples, deux personnes peut-être qui ont est-ce que c'est possible d'en avoir deux personnes qui ont le même tempérament? En général, on entend, hein, ce sont deux contraires qui s'attirent. Dites-nous. C'est possible d'avoir des personnes qui ont le même tempérament, mais vous allez voir que les deux tempéraments, je prends un exemple, hein, un phlegmatique, même si dans son conjoint, ou bien sa conjointe, la personne a un tempérament phlegmatique, ce ne sera pas aussi prédominant que pour lui. Donc, vous pouvez être mélancolique, mais pour un va être plus que l'autre. Pourquoi? Parce que c'est deux opposés qui s'attirent. Donc, une personne qui est très colérique, qui est chaude et tout ça, vivante, et puis elle est la police et tout ça, mais elle va toujours chercher quelqu'un. Elle va toujours être attirée naturellement par quelqu'un qui est très calme, très discret et qui ne parle pas. Donc, c'est possible d'avoir ce même tempérament-là. Et puis, dans le mariage, ce qui nous attire chez l'autre, c'est ce qui, dans le mariage, fait qu'on se dispute. Ouais. Donc, les opposés s'attirent et après se combattent. En fait, c'est bien dit. Les opposés s'attirent et après se combattent. Et se combattent. Ah, on oublie très souvent d'ajouter cela au fait à cette chose. Les opposés s'attirent et on n'ajoute pas se combattre. Voilà. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas. Merci de nous enseigner donc. Alors, notre amour durera toujours. L'amour ne finit-il pas? Oh, ça finit. Les étincelles là, les sentiments d'amour. Dans ce passage, j'ai dit qu'il y a une différence entre les sentiments d'amour et l'esprit d'amour. Les sentiments d'amour sont très éphémères et ils finissent. Au bout de 2 ans de mariage, on n'a plus les sentiments. Maintenant, comment on fait pour entretenir cette flamme-là? C'est là maintenant. Avant de parler de l'entretien de la flamme, quels sont les tue l'amour? Quels sont les quoi? Les tue l'amour. C'est-à-dire que vous avez dit, au bout de 2 ans, ce ne sont plus les mêmes sentiments. Bien sûr. Qu'est-ce qui fragilise au fait les choses? Il y a beaucoup de facteurs. Hein, oui, il y a beaucoup de facteurs. Chaque couple a quelque chose de différent. Oui. Voici pourquoi, quand on enseigne, il y a des choses, il y a une attitude qu'on doit avoir. Une personne qui est conseillère matrimoniale, il y a une attitude qu'elle doit avoir. 1, ne pas juger. Et puis 2, enseigner avec beaucoup de compassion. Parce que tout ce qui concerne le cœur fragilise et est source de tourment. Est-ce qu'on comprend? Donc, les tue l'amour, ça peut être que tu découvres les défauts de l'autre. Après quelques jours, tu commences à voir que lui là, il n'aime pas se laver. Déjà, il me blaguait. Il n'aime pas se laver. Ou bien celle-là aussi, ça va pour pareil. Donc, tout ce qu'elle faisait manger à checker sauce claire là. Donc, tout ce qu'elle s'est fait, c'est sauce claire. Et les conceptions commencent à venir. Et après, chacun commence à se retirer. D'autres aussi vont découvrir que lui là, il ment beaucoup. Hein. Ça commence déjà à refroidir la personne. En fait, chaque couple a ses choses. D'autres, ça peut être l'infidélité. J'ai déjà entendu les histoires où, dès que les gens se sont mariés, à la lune de miel, là, le monsieur communiquait avec ses copines. Donc, ça là, c'est déjà quelque chose déjà qui tue l'amour. Il y a beaucoup d'autres choses. Ça peut être aussi le caractère de la personne qu'on découvre après une semaine de mariage, tu vois que ce n'est pas ça. Et dedans, j'ai dit qu'il y a une de mes filles qui s'est mariée très tôt, elle s'est mariée en cachette. Et quand elle s'est mariée, au bout de quelques temps, elle vient se mettre sur mes pieds. Et puis elle commence à pleurer. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, maman, quand on n'était pas ensemble là, je le trouvais trop parfait. Mais maintenant, depuis qu'on s'est marié, je vois trop ses défauts. Il a trop de défauts, trop. Ça tue. Ce que nous devons nous mettre dans la tête, c'est que notre partenaire aura des défauts. Et les défauts là, il faut créer la place et les excuses pour ça. Parce que toute
comme on a des défauts, c'est de cette même manière-là que la personne qu'on dit qu'on aime à la folie passionnellement a des défauts. Est-ce qu'on comprend? Mon conjoint sera comme une star de cinéma. Ça, c'est la série sur le gâteau. En réalité, c'est quand on ne sait pas ce qu'on veut. Une star de cinéma, c'est une personne fictive, si je peux le dire. Parce que pour qu'on puisse... crée un personnage. Oui, on se crée un personnage. Ouais. Et puis le monsieur, lui, il rentre seulement dedans. Et on le façonne pour qu'il puisse rentrer là-dedans. Souvent, il ne sait même pas conduire des motos. Mais on te met sur une moto, on te fait souffler le vent là, et puis, allez, le réalisateur, le producteur, lui, il s'arrange à ce que tu puisses bouger, vous. Mais en réalité, tu ne sais pas rouler une moto. Ce n'est pas la réalité. Mais en tout cas, je veux les lèvres de telle personne. Moi, je veux le cou de ça. Moi, je veux la forme de tel homme. Et puis, au finish, quand tu regardes, la personne n'existe pas. Ouais. Et ça, c'est un gros problème pour le choix du conjoint parce que quand on regarde, on finit par comprendre que la personne n'existe pas. Mais on met des années avant de pouvoir réaliser ça. Et comment ça se présente? Toutes les personnes qui viennent là, on leur trouve un défaut. Oh, il est trop court. Oh, il a même là, c'est dans son truc maintenant dans sa bouche. Oh, il a même, quand il parle, même il bégaye. Oh, il a même... On trouve des excuses. De l'âme sœur. Oui. Et on rate notre temps de visitation. C'est pour ça qu'on doit être enseigné. Parce qu'au fur et à mesure que l'enseignement arrive, vient le discernement, vient la sagesse et vient la clarté dans l'esprit. Mon mari va m'aider dans les tâches ménagères. Oui, ça, c'est vraiment à la base de beaucoup de disputes aussi dans les couples. Il faut le dire. Quelquefois, les dames sont tout le temps fâchées. Monsieur ne m'aide pas. Vraiment, dites-nous. C'est une illusion. Non? On n'ouvre pas la bouche pour parler de ça. C'est à l'intérieur de nous. Quand je vais me marier, mon mari va m'aider. Si je lave les assiettes, il va rincer. Si je fais ça, il sera à côté. Après 1 an de mariage, je me suis assise et puis je dis, hey, c'était vraiment une illusion. Parce que monsieur ne touche à rien dans la maison. Quand il finit de manger, il laisse son assiette. Quand il y a ça, il laisse. Quand il y a ça... Et l'une des choses qui rend le mariage difficile pour les femmes, c'est qu'elles deviennent des servantes dans leur propre maison. Et ça, on n'en parle pas. Imagine que tu as vécu dans une maison où on est habitué à tout faire pour toi. Oui. Et quand tu te maries, tu vois que c'est toi qui dois tout faire. Ça te déstabilise complètement. Je me rappelle un lundi, j'étais là. Ce jour-là, j'avais lavé les habits, j'avais nettoyé la maison, il fallait préparer. J'étais exténuée. Et je me rappelle, je me suis assise dans mon fauteuil, non, pardon, j'étais arrêtée. Et puis j'ai dit au Saint-Esprit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne lui dis pas de pouvoir m'aider un peu? Et puis il est couché là, moi je fais tout. Et l'Esprit Saint m'a dit, Maria, Maria, ne me dis pas que je ne t'ai pas bien formée. Je suis avec toi. Continue. J'avais les larmes aux yeux. J'ai essuyé tout simplement mes yeux. Et je ne me suis plus occupée de ce que mon mari faisait mais ne faisait pas. Et j'ai continué. Parce qu'il m'avait dit que je suis avec toi. Vous savez, nous les femmes, Dieu nous donne une certaine grâce qui est la force que nous avons. Notre cerveau a été conçu de telle sorte que on puisse faire beaucoup de choses et planifier beaucoup de choses en même temps. C'est une grâce. Et c'est un soutien de Dieu pour nous dire que, regardez, quelles que soient les tâches ménagères, vous pouvez le faire. Que votre mari vous aide ou pas, vous pouvez le faire. Maintenant, à nous de pouvoir maintenant demander des conseils pour qu'on ne puisse pas tout faire en même temps, mais qu'on sache quoi faire, quoi ne pas faire, pour qu'aussi on puisse se reposer. Parce qu'un autre problème, c'est que quand on fait tout à chaque fois et qu'on est fatigué, le soir, on ne peut plus satisfaire nos maris. Et là, c'est encore un problème. Un autre problème. Ouais. Seulement pour le meilleur. Ça, c'est la 10e illusion. Seulement pour le meilleur. Qu'est-ce qu'on doit comprendre
par j'ai envie de dire, ce petit chapitre, ce petit point? Ce petit point, quand on parle de seulement pour le meilleur, c'est comme si, dans ce chapitre-là, on ne prévoit pas les mauvaises choses. Mais dans notre vie, ce n'est pas tout ce qu'on planifie qui arrive comme on a planifié. Il y a des imprévus, il y a des échecs, il y a des temps de tourments, il y a des temps de turbulences. Et c'est pour nous dire ici dans ce point-là qu'on ne se marie pas seulement pour le meilleur. Il y a le pire qui arrive. Quand on se marie, on ne prévoit pas que la belle-mère va venir rester à la maison et qu'elle ne voudra plus partir. Ça, on ne calcule pas tout ça. Mais en réalité, c'est des choses qui sont là. Ah, c'est juste un exemple. Oui. C'est des choses qui sont là. Il y a bien d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses. Mais quand on parle de seulement le meilleur, nous, dans notre tête, en tant que célibataire, quand on parle du mariage, on s'est dit, oh, on va voyager ensemble, on va faire beaucoup l'amour, on va faire nos enfants. Et même pour le meilleur aussi, il y a une chose qu'il faut regarder. Le fait de ne pas avoir d'enfants. Ça, on ne planifie pas. On se dit que quand on se met ensemble, quand on commence à coucher seulement ensemble, net, on va tomber enceinte. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et là, quand l'enfant ne vient pas, 1 an, 2 ans, 3 ans, il y a la discorde dans le foyer. La belle famille commence à atterrir. Et puis toi-même, ta famille aussi commence déjà à soupçonner. Et puis, il y a beaucoup d'autres facteurs. Donc, il faut se préparer à tout cela. Oui, il faut se préparer à tout cela. Est-il possible pour les ex-célibataires de rattraper les choses, c'est-à-dire pour les femmes mariées, pour les hommes et tout ça, de rattraper les choses? Pour quelqu'un qui n'a pas eu connaissance de se livrer avant le mariage, qui l'a maintenant entre ses mains, est-ce que c'est possible pour la personne de rattraper? Oui, mais c'est non. Vous allez voir que ces illusions-là, ça emmène aussi, tout ce qui a été dit dedans, emmène les femmes à pouvoir dire que, écoute, ce que je vis là, je ne suis pas la seule. Et ça te donne en même temps une certaine clé pour pouvoir sortir de là. De revoir certaines choses. De revoir certaines choses. Se remettre en question. Oui, c'est très important. Il faut se remettre en question pour dire que, regarde, si je pensais que mon mari allait m'aider, mais regardez, ce n'est pas ça. Donc je continue. Ok? C'est possible. Et la plupart du temps, quand j'enseigne, les mariés sont beaucoup plus concernés que les célibataires. Parce que quand tu es célibataire, là, quand tu parles, tu rentres ici, ça sort. Mais quand tu es marié, là... en situation, oui, tu peux pas comprendre. Tu peux comprendre. Tu peux comprendre. Mais c'est quand tu es dans le mariage que tu dis, à chaque fois que je prêche, j'ai le privilège de pouvoir avoir des mariés. C'est elles qui vont dire, c'est très vrai ce que tu dis. Et c'est là qu'elles commencent maintenant par comprendre. Tu dis, oh, c'est vrai, oh, c'est vrai, oh, c'est vrai. Mais c'est possible de pouvoir se rattraper. Parce que vous savez, quand Dieu envoie sa parole, c'est pour nous guérir. C'est pour nous guérir. Et les femmes, on doit guérir. Les hommes, on doit guérir. C'est possible. Parce que pourquoi on ne dit pas les illusions des mariés, c'est pour les célibataires. C'est pour qu'on puisse corriger ce qui est du célibataire en nous, pour qu'on puisse épouser ce qui est du mariage qui se présente. Alors, c'est un échange qui est tellement enrichissant, un bel échange, mais nous sommes obligés de mettre un thème à notre entretien. Bien avant, la dernière question. Comment une personne, femme ou homme, peut-elle savoir qu'elle est prête à entrer dans le mariage? Après tout ce que vous avez eu à développer comme point. Il y a quelques aspects que je vais citer rapidement. La première des choses, c'est comment gérer ses émotions. Comment gérer ses émotions. Quand les choses se présentent, est-ce qu'on le prend de façon calme ou bien on est du genre à s'affoler? Est-ce qu'on est du genre qui pardonne facilement? Parce que dans le mariage, on va être offensé peut-être 10 fois par jour. Et je ne suis pas en train de plaisanter. Il y a des petites choses que vont nous offenser au moins 10 fois par jour. Quelquefois, pas tout le temps. Regarde un peu le côté émotionnel. Regarde un peu aussi côté spirituel. Dans le sens de la spiritualité, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es encore un bébé qui n'arrive pas à te prendre en charge et intercéder pour les autres? Ou bien tu es ce genre de personne qui te lève et qui intercède pour les autres et qui prend les choses en main? Regarde un peu ce côté. Une personne qui veut savoir si elle est en train de s'apprêter pour le mariage financièrement, est-ce qu'on est prêt? Est-ce que tu peux prendre soin de toi financièrement ou bien tu as encore un fardeau? Si tu as encore un fardeau, c'est que tu n'es pas encore prêt pour rentrer dans le mariage. Une quatrième chose, regarde un peu ton côté domestique et ton côté social. Où est-ce qu'on en est avec ça? Est-ce que tu es une personne qui aime vivre en société ou bien tu es celle-là qui se retracte à chaque fois? Ça aussi, il faut travailler là-dessus. Donc, c'est juste quelques points
que je peux citer. Donc, il y a différents aspects qui correspondent à un livre entier, comment se préparer pour le mariage. Très bien. En tout cas, nous vous disons infiniment merci. Merci à vous, Maria Esther. Merci pour cet échange. Merci surtout d'avoir fusionné votre talent d'écrivaine, vos connaissances de servante de Dieu et de coach pour nous offrir, on a envie de dire, ce chef-d'œuvre, cette œuvre de l'esprit. Merci infiniment et puis plein succès dans votre carrière d'écrivaine. Encore produisez beaucoup plus de livres et tout ça, continuez d'enseigner pour aider vos frères et sœurs dans le Christ. Merci beaucoup. Et merci à Ecclesia TV. Ecclesia TV. Merci infiniment à Ecclesia TV. Et puis à toutes les personnes qui nous suivent. Continuez de suivre l'émission et puis sachez que le meilleur reste à venir. Merci infiniment. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la toute dernière rubrique de cette émission, Vitrine, et c'est avec Morel Petit. C'est toujours un plaisir pour nous de vous faire voyager à travers cette somptueuse vitrine littéraire. Au programme aujourd'hui, 2 œuvres à vous couper le souffle tant par leur morale que par leur style d'écriture. Ah, les femmes d'Isaïe Biton Koulibaly et Il m'a sauvé de Nguessan Marie-Claude Aimé. Êtes-vous prêts à les découvrir? C'est parti. Le résumé de l'œuvre, Ah, les femmes. En ouvrant le présent recueil de nouvelles, vous accomplissez un acte peut-être automatique. Mais sachez que cet acte vous plonge au cours de la vie dans la connaissance de l'homme, c'est-à-dire de l'homme en rapport avec la femme. Ce à quoi vous devez vous attendre est essentiellement le plaisir de la découverte et de la redécouverte de la personnalité de la femme. Peut-on véritablement la cerner? Elle est si complexe, à la fois proche et lointaine, gouvernable et ingouvernable, attrayante et révoltante. Elle se situe au carrefour des contraires. L'auteur nous apprend beaucoup sur cette réalité quotidienne, cette école de la femme, qui ne décerne ni diplôme ni laurier, si ce n'est l'expérience de joie très passagère et de regrets très profonds. Qui est cet auteur qui semble titiller la gente féminine? C'est bien sûr Isaïe Biton Koulibaly. Il est né le 16 juin 1949 à Abidjan-Trècheville, où il fit ses études primaires et secondaires, ainsi que les lettres modernes à l'université d'Abidjan. Diplômé de l'école française de rédaction de Paris, il a été le responsable du service littéraire des nouvelles éditions NEI, après avoir occupé d'importantes responsabilités au sein des anciennes nouvelles éditions africaines NEA. Isaïe Biton Koulibaly était le correspondant permanent du magazine international féminin Amina depuis une quinzaine d'années. Auteur fécond et populaire, il a écrit plusieurs romans et recueils de nouvelles. Le prix Nyonda, qui honore le père du théâtre gabonais Vincent de Paul Nyonda, a été attribué en 2002 au roman d'Isaïe Biton Koulibaly, Merci l'artiste. Il est mort le 10 novembre 2018 à Abidjan. La deuxième pépite littéraire est une autobiographie. Qu'est-ce qui ressort du résumé de cette œuvre? Aussitôt, j'entends un bruit assourdissant. Je vois le feu envahir toute la cuisine. Je couvais la sortie, mais la porte est bloquée. Comment cela peut-il être possible? La porte de la cuisine, telle que je la connais, ne peut pas se fermer. La spécificité de cette porte est qu'elle est semblable à celle des salons West End, c'est-à-dire sans serrure. Elle ne peut pas se fermer. Elle est en bois et les battants à bascule se croisent à peine. Le grand foulard en coton que je porte comme pagne est entièrement brûlé. Reste par la grâce de Dieu le bustier. Il est pourtant fait de tissu mélangé avec des fibres synthétiques. Les rideaux de la cuisine sont faits de voilage. Nous savons tous combien ils sont sensibles au feu, mais ils n'ont pas été froissés ni brûlés par un feu de telle envergure. C'est à croire que ce feu est virtuel et a été programmé contre une et une seule personne, moi.
Je sors ainsi de la cuisine, tout le corps meurtri par la chaleur et les douleurs dues à la brûlure. Mais le cœur rempli de joie et de reconnaissance. Joie et reconnaissance à mon Dieu qui vient de faire un prodigieux miracle dans ma vie. L'auteur, Nguessan Marie-Claude Aimé alias Mémé, est ivoirienne. Cette mère de famille est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de conception en programmation informatique. Après avoir enseigné l'informatique pendant 4 ans au sein d'un groupe scolaire situé dans la ville d'Abidjan, elle s'est lancée dans la fabrication et la vente de bijoux. Quelque temps après, elle a renoué avec son domaine professionnel en devenant chargée d'études au service de l'informatique au ministère de la Construction MCLU depuis 2008. Chantre depuis une trentaine d'années, elle a appris et forgé son ministère au cœur Hosanna, premier cœur catholique, au cœur du secteur nord d'Adjamé, au cœur Divine Espérance de Saint-Jean de Cocody et enfin au cœur David du ministère Vie surabondante. Mémé a véritablement expérimenté la présence de Dieu dans sa vie pendant et après son accident de brûlure en janvier 2005 au lendemain de son mariage. Cette présence réconfortante et galvanisante l'a aidé à surmonter toutes les difficultés et à braver la maladie. C'est ainsi qu'elle a décidé depuis 2016 de sortir son premier livre, Témoignage. Il m'a sauvé, pour partager cette expérience et témoigner de la bonté de Dieu. Et voilà pour aujourd'hui, la rubrique vitrine est terminée. Rendez-vous est pris pour le prochain numéro à l'encre de la plume. Surtout, portez-vous bien. Morel Poti nous a présenté la rubrique vitrine qui vous a permis de faire d'autres découvertes littéraires. À présent, nous vous disons merci d'avoir suivi cette émission depuis le début jusqu'à maintenant. C'est déjà la fin, oui, c'est déjà la fin. Nous vous souhaitons d'être toujours présents pour suivre nos numéros d'À l'encre de la plume, faire grandir la famille des lecteurs et surtout chercher à vous procurer cette œuvre à tous les célibataires, les ex-célibataires, donc les mariés. Procurez-vous cette œuvre pour être encore mieux enseigné et puis mieux aborder la vie. Merci à notre invité du jour. Merci à toute l'équipe de production. Rendez-vous est pris pour un autre numéro d'À l'encre de la plume.